Allô et bienvenue à ce dernier épisode hors série avant la saison 3 de Manger les riches. Donc, on a commencé au dernier épisode avec Colin qui nous racontait les frasques de Mark Zuckerberg qui se construit un complexe mystérieux à Hawaï. J'ai bien retenu, hein? C'était pas mal ça. C'était pas mal ça. Parfait. J'espère que c'est pas la seule chose que tu as retenue. Non, j'ai retenu d'autres choses, mais voilà. Le village de Ewok. Le village des Ewok, ça c'était sick, oui. J'ai repensé ça, je me disais. J'ai repensé toute la semaine. Être riche, c'est peut-être ça que je ferais. Mais voilà, donc on va poursuivre ça aujourd'hui. Colin m'a pas trop dit ce qu'on allait voir, fait que ça reste des surprises pour moi. Avant qu'on commence, on vous rappelle qu'on a un Ko-fi, ko-fi.com/manger les riches. Et restez jusqu'à la fin de l'épisode parce qu'on va vous dévoiler le sujet de la saison 3. Yes. C'est tout, hein? On n'a rien d'autre à dire. Je sais pas, on a-tu des commandites? C'est toi qui non, on n'a pas de commandite. On n'a pas de commandite. Fait que si vous voulez nous commanditer, écrivez-nous. Mais voilà, sinon, c'est tout. C'est toute la paperasse à faire aujourd'hui. Fait que je suis entièrement à toi, Colin. On a parlé au dernier épisode des channels YouTube de certaines compagnies de bunkers. Ouais. Et je suis tombé sur un extrait d'une que je veux te faire écouter en commençant. C'est un gars qui travaille pour la compagnie Atlas Survival Shelter, dont on a parlé, qui va visiter un bunker fait par une compagnie adverse qui s'appelle Rising S. OK? Fait que je vais te faire écouter genre juste un 10 secondes, mais c'est très parlant. This is disgusting. I mean, what were these people thinking? What made them think they need to build up the foundation? You know what it is? It looks like they just didn't dig their hole deep enough, and they put a wood form around this thing and threw some concrete in there and said, hey, here's your bunker, give me my money. I mean, that's just what it looks like. Look at these forms and the craftsmanship. The forms aren't even backed up. They're just literally just stuck in the ground. I mean, this company is making America look bad. American craftsmanship is supposed to stand for something, but it don't stand for anything when you see work like this. This is just a flat-out embarrassment. Oui, ce qui fait mal paraître les États-Unis en ce moment, c'est les mauvais bunkers. C'est la qualité. Là, j'ai coupé la dernière phrase, mais il disait « It's an embarrassment to my country ». Fait que oui, c'est honnêtement, je pense, la phrase la plus américaine ever de les bunkers sont mal construits, ça fait honte à notre craftsmanship américain. Ouais. Puis j'aime ça de voir que c'est universel chez les gars de construction, d'être comme ça a été fait en cochon, ça. Je sais, c'est vraiment ça. Peu importe c'est qui a construit quoi avant, il va venir et dire « Oh non, c'était dégueulasse. » Ça a été fait tout croche, le gars est travaillé en cochon. Même pour les bunkers. Parfait, c'est bon, j'ai aimé ça. Fait que je pense que je vais tomber bientôt dans un rabbit hole de vidéos de compagnie de bunkers. Mais aussi, mettons, il y avait juste un petit... Si vous écoutez à l'audio, là, dans le fond, ce qu'on a vu, c'est comme une grosse dalle de béton. C'était effectivement très mal fait. Là. Oui, c'était effectivement tout croche, mais c'était comme une grosse dalle de béton avec genre des machines un peu sur le dessus de ça, mais on comprend que c'est le toit, entre guillemets, du bunker. Mais comme il y a juste un tuyau qui sort du sol en plastique, full exposé. Tu sais, comme c'est ton tuyau pour l'air ou l'eau qui rentre, peu importe. C'est facile à saboter. C'est une question de temps avant qu'un chevreuil s'enfarge dedans, puis le casse, puis t'as plus d'eau qui rentre. Là. Oui. Mais la plupart que j'ai vu, c'est ça. Il y a des trucs d'air, il y en a des fois un ou deux, mais il n'y en a pas des masses. Puis il y en a sûrement des backups. Mais c'est ça, toi, tu dis un chevreuil, puis on va y venir plus tard dans la fin de l'épisode, mais aussi quelqu'un d'autre qui choisit de saboter ton bunker. Absolument. Ou de t'enfumer, ou. C'est pas top pour toutes les affaires. C'est ça, ça n'a pas l'air si safe que ça. Mais cette compagnie-là, d'ailleurs, Rising S, j'ai essayé il y a beaucoup d'articles qui parlaient d'eux. C'était vraiment une des top compagnies avant, mais j'ai essayé de retrouver là, maintenant leur site web est inactif. Je sais pas si ça existe encore ou s'ils ils ont potentiellement fait faillite. Genre. D'accord. Ça se peut, avec la job de cochon qu'ils faisaient aussi. J'aime ça, nos auditeurs français qui sont comme... C'est tellement keb. Sa première préoccupation, c'est les chevreuils. Effectivement. Ça, puis les écureuils. Au dernier épisode, on a parlé de Mark Zuckerberg. Et pour le début de cet épisode-ci, on va rester à Hawaï, okay, parce que c'est un endroit très prisé par les milliardaires américains. En plus de Zuckerberg, il y a aussi un ami du podcast, Jeff Bezos, qui a une résidence à Hawaï. Et aussi Oprah Winfrey,
qui a des résidences à Maui. Savais-tu ça? Tu te rappelles-tu de ça? Je me rappelle qu'il y a eu un désastre là, l'an passé. Il y avait eu des feux. En 2023, il y avait eu des feux. Ah, c'est ça, OK, ça fait déjà 3 ans. Puis qu'elle et The Rock avaient fait une vidéo de récolte de fonds complètement tone deaf où ils demandaient de l'argent pour construire. Puis t'es comme, vous êtes venu coloniser l'île, puis vous êtes milliardaire, y a-tu moyen que vous fassiez votre Oui, c'est part? ça. Je suis plus sûr c'était quoi les détails, mais de ce que je me rappelle, c'était comme une affaire de on va doubler votre mise. Ouais. Si vous donnez tant d'argent, nous, on va doubler votre mise. Puis les gens étaient comme, mais vous êtes milliardaire. The Rock, t'es multimillionnaire, elle est milliardaire. Faites juste donner votre argent. Là. Donnez pas la moitié de notre argent, mais oui. Puis The Rock, il est très, très riche. Là. Genre, s'il est pas milliardaire, il est pas si loin. The Rock, mais à la limite, il vient de là, au moins. Non? Non, il vient... Je pensais que c'est comme un natif de Hawaï. Non, son grand-père... sa mère est samoane, donc Ok. de l'île de Samoa. OK. Hey, j'étais un fan de lutte, là, Oui, je sais je ça faire. Mais lui, il a grandi, il me semble, en Floride, genre. Parce que Ok, son père est ok. afro-américain, puis je me trompe pas, il a grandi en Floride. Ok. Il a des racines, mais il n'a pas grandi là. Et c'est ça. Il y a plusieurs. Le point étant, oubliez ce que Pierre-Luc sait sur The Rock, là, c'est pas du tout important pour l'épisode. Le fait qu'il y ait autant de très très riches qui viennent sur les îles d'Hawaï, ça a clairement un effet sur la capacité des locaux à se loger sur l'île. Tu sais, il y a une espèce de meme sur Internet depuis une couple d'années que tu sais que ton loyer va augmenter si tu vois quelqu'un qui commence à faire du jogging autour de chez vous. Imagine quand c'est Jeff Bezos qui se fait suivre par une poignée de gars en suit avec des oreillettes. Tu sais que there goes the neighborhood dans ta maman. Quand tu vois un Cybertruck suivi par un char noir, t'es comme... Je pourrais pas me payer ça dans une couple d'années. Et il y a aussi Larry Ellison qui a une modeste demeure à Hawaï. Est-ce que tu sais un peu c'est qui Larry Ellison? Je sais qu'il est derrière Oracle, Oui. mais puis je sais que c'est un méchant milliardaire, mais je sais pas beaucoup de choses sur lui, pas c'est ça. On va en parler brièvement parce que je veux pas trop dire d'affaires non plus parce que c'est, selon moi, un excellent contestant pour une éventuelle prochaine saison. Saison 7. Oui, ben c'est ça. Toi, tu veux plus faire de Tech Bros, mais c'est les Tech Bros qui sont les plus actuels et les plus pertinents dans les milliardaires en ce moment. Mais oui, OK. Les infos que je vais vous donner sur Larry Ellison viennent d'un article du média indépendant The Nation et d'un article de Business Insider, qui sont genre, honnêtement, les deux seuls médias américains qui sont pas encore des propriétés de Larry Ellison, OK? C'est le cofondateur de Oracle, qui était à la base, ça date genre des années 80. C'est une vieille compagnie qui était à la base un truc de gestion de données, mais qui maintenant joue beaucoup dans l'intelligence artificielle et dans la surveillance de masse. Gros raccourci, mais ils font le genre de service que Palantir offre aussi, genre. Et avec son fils, David Ellison, ils sont aussi impliqués dans les médias. Ils contrôlent l'entreprise Paramount Skydance, qui a récemment acheté le volet américain de TikTok. Et ils sont en processus pour acheter Warner Bros. Discovery, OK, pour 111 milliards. C'est pour ceux qui sont intéressés. Puis, fait que là, si le deal passe, là, c'est en processus, c'est tout le temps long, mais si le deal passe, la famille Ellison posséderait, en plus de la branche américaine de TikTok, il posséderait DC Comics, la franchise de Harry Potter, HBO, la majorité des chaînes d'information en continu, y compris CNN. C'est quand même beaucoup. Okay, Je sais pas à Batman. Honnêtement, il manque juste Nintendo puis la WWE, puis c'est le Pierre-Luc Ouellet Starter Pack, honnêtement. C'est tellement vrai. C'est tous tes intérêts du monde. Et Larry Ellison est aussi propriétaire à 98% d'une petite île à Hawaï qui s'appelle Lanai. Comme ça a été formulé dans l'article de The Nation, Larry Ellison se comporte en seigneur et maître de son propre fief. Là, full disclosure, je le dis d'avance, il n'y a pas de bunker sur l'île, pour ceux qui veulent absolument des bunkers. Aussi, c'est une île volcanique, Hawaï, là, genre... On dirait que c'est pas la meilleure place pour construire un bunker. Oui, ben en fait, oui, c'est vrai. Dans l'autre épisode, on parlait de Nouvelle-Zélande et Californie qui n'étaient pas des super bons spots. Mais j'avoue que c'est peut-être pas... Oui, ça, c'est un bon point. C'est peut-être pas super facile à creuser. On en Je a sais pas pas à parlé quelle l'autre fois il y a mais... des tremblements de terre souvent, mais en tout cas, on dirait que dans ma tête, dès qu'il y a des îles volcaniques, ça moi- rime avec... Ouais, je suis pas calé en roche, là. Potentiellement, contrairement à toi, mais moi, mon premier réflexe, c'est que j'ai l'impression que c'est très dur à creuser du sol volcanique. Genre. Ouais, probablement aussi. Ouais. C'est juste que les endroits qui seraient bons, ça ne tente pas d'y aller, c'est ça l'affaire. Ils veulent pas avoir un bunker, genre, Oui, ben à c'est ça. Saint-Lin-Laurentide, mais ça serait sûrement une excellente place. Parce qu'ils veulent rester dans des coins qui trouvent le fun, qui sont nice. Ce qui est d'ailleurs un des arguments quand les gens disent on peut pas taxer plus les super riches, ils vont partir. Ils partent déjà pas. Là. Californie, c'est un des États où ils sont le plus taxés, puis ils sont tous là parce qu'ils veulent chiller avec leurs amis aussi. Exactement. Là. Puis pareil pour New York, mais après ça, excuse, je ferai pas une immense parenthèse, mais tu sais, avec la taxe que Mme Denis a mis sur les résidences secondaires, puis là, c'était les milliardaires vont s'en aller, mais les milliardaires veulent pas tant que ça avoir un condo de luxe à Plattsburgh. Là, ils ont déjà un condo de luxe vide à New York, puis ils s'en calissent que ça leur coûte un petit peu plus cher, et ils vont déjà pas pantoute, mais oui, OK. Le point étant qu'il n'y a pas de bunker en tant que tel, mais plus je lisais là-dessus, plus c'était
complètement fucked up l'histoire de cette île-là. Il fallait qu'on en parle. Et aussi, ça parle d'une tendance qui est assez commune et que les médiathèques ont baptisé les bunkers à ciel ouvert, qui est le principe de juste s'acheter complètement une île. T'as pas besoin de bloquer les accès ou t'as pas besoin de te cacher sous terre quand tu possèdes l'entièreté d'une île, puis tu peux bloquer les gens qui décident d'y aller. Courte histoire de l'île, c'est une petite île, okay? C'est 366 km² avec une communauté ouvrière d'environ 3000 habitants. Il n'y a pas de feu de circulation sur l'île. Il y a juste 48 km de route asphaltée. C'est une des rares îles de l'archipel qui est encore qualifiée d'authentiquement hawaïenne. L'île a anciennement été la plus grande plantation d'ananas au monde. Il exportait 75% de la production mondiale et pendant longtemps, l'île appartenait à James Dole, la compagnie de jus et autres choses, fruits Dole. La main-d'œuvre était principalement originaire des Philippines et du Japon. Ils travaillaient dans des conditions qui n'avaient aucun sens. Okay? C'était de la ségrégation pire que l'apartheid. Tellement que en 1940, il y a un représentant du Bureau national des relations de travail qui a fait une déclaration. Il disait qu'il n'y a nulle part ailleurs dans le monde où on a, la citation commence là, une image plus fidèle du fascisme que dans les îles hawaïennes. Gros statement. Surtout en 1940, okay? Ouais. C'est comme en plein milieu. Il y avait quand même de la compétition. Oui, là. c'est ça. Il y avait quand même de la compétition côté fascisme. Sous la direction de la société Dole, l'île était gérée vraiment comme une ville corporative où tout appartient à l'entreprise, puis c'est leur argent. Tu sais, genre tes employés, un peu comme certaines villes minières dans le temps, là, où tes employés sont payés avec de l'argent qu'ils redépensent au magasin général qui appartient à la compagnie, puis de toute façon, ils restent tout le temps dans l'argent de la compagnie. Les travailleurs sur l'île se sont éventuellement organisés. En 1951, il y a 800 ouvriers agricoles de l'île qui ont fait une grève pendant 201 jours, connue maintenant sous le nom de la Grande Grève de l'ananas. Okay? C'est une action ouvrière qui a contribué à créer un syndicat qui est le Syndicat international des débardeurs et magasiniers, le ILWU, qui a réussi à finalement syndiquer la majorité des travailleurs agricoles d'Hawaï et qui a fait de Hawaï le premier et le seul État à parvenir à syndiquer la majorité de ses agriculteurs. Puis c'est super intéressant parce que c'est encore un des États où le mouvement syndical est le plus fort aux États-Unis. Ils ont une grosse histoire syndicale, probablement parce qu'ils ont vécu dans des compétitions qui étaient pires que le Troisième Reich dans les années 40. C'est sûr que ça motive. Oui. J'ai appris d'ailleurs cette semaine que l'ananas, c'est pas un fruit natif d'Hawaï. Hein. Ça a été importé. Ça me dit vaguement quelque chose. Parce que, en fait, ma source, c'est une citation de Jason Momoa, l'acteur, qui était fâché qu'on appelle ça de la pizza hawaïenne parce qu'il disait que l'ananas, ça vient même pas d'Hawaï. Ouais, OK, mais c'est vraiment associé à 100%. Ouais. Mais ça vient d'où à la base? Je sais pas. Okay. Ça, je pourrais pas te dire. Okay, mes informations, c'est... Oui. Okay. Mais c'est comme le thé, ça vient pas de Grande-Bretagne. C'est pas les tomates aussi qui venaient pas d'Italie? Moi, ce que je sais, c'est que la patate... Citez-moi pas là-dessus, là. La patate, ça vient pas d'Europe, même si tu associes l'Irlande puis la famine des patates, c'est un truc d'Amérique du Sud. Bref. On est vraiment des experts en agriculture. Oui, c'est le fun. Dès qu'on sort de notre texte, ça redevient un podcast de gars pas informés qui disent des choses qu'ils savent pas vraiment. On va retourner dans mon texte. Parfait. Au milieu des années 80, il y a David Murdoch, qui était le PDG de Castle & Cooke, qui a racheté l'île. Et qui a gardé l'île il a supervisé la transition de l'île qui avait abandonné la culture de l'ananas en 1992 et qui, lui aussi, a géré l'île comme un autocrate où il décidait de toutes les affaires et il a drivé complètement dans la terre. Ça allait super mal, tellement que Larry Ellison a pu racheter en 2012 l'île pour à peu près rien. Il a racheté l'île entière pour 350 millions de dollars, ce qui revient à environ 16 cents le pied carré. C'est malade. OK, moi, je viens de refaire le solage de ma cave. OK, t'as vu mon bureau, puis le plancher en vinyle super cheap qu'on a mis dans le bureau, c'est plus cher que 16 cents speaker. Il a pas l'air cheap, là. Vous avez bien choisi. Là. Merci. Je pêchais des compliments. Mais il reste que ça a coûté moins cher que genre le centre Vidéotron. Les lots complets. C'est fucked up, ça. Oui, ça se peut. C'est ça. 350 millions pour une île complète, là, c'est quand même quelque chose. Larry Ellison, quand il l'a acheté, a dit à la presse hawaïenne que lui, il rêvait d'acheter l'île depuis son enfance quand il l'avait survolée à un moment donné en avion. Mais il y a deux explications qui sont plus plausibles. Premièrement, qu'en 1994, il y a Bill Gates, qui est un rival informatique de longue date de Larry Ellison, qui avait loué l'île au complet et tous les vols possibles pour organiser son mariage sur place. Puis il y a un journaliste local qui soumet l'hypothèse que peut-être que Larry Ellison aurait racheté l'île pour essayer de faire chier Bill Gates d'une façon un petit peu weird. C'est comme si, oui. Je rachetais l'hôtel où tu t'es marié pour faire. Oui, mais c'est pas ça. Me semble que ça me dérangerait pas tant que ça. Là. C'est comme le.
Mais t'oublies la donnée importante là-dedans, c'est qu'ils sont fous. Toute la gang. Oui, puis qui ont beaucoup, beaucoup d'argent à dépenser. Autre explication possible, il y a Steven Alexander, qui a été le psychologue personnel de Jeffrey Epstein, qui a suggéré par courriel... Nailed it. qui a suggéré par courriel que Ellison aurait acheté l'île par jalousie envers Epstein, qui avait l'île St. James. Puis il s'est dit, OK, moi aussi, je vais avoir ma propre île. Petite parenthèse, what a fucked up job, là. Le psychologue de Jeffrey Epstein. Le secret professionnel vient stretcher en... Oui, oui, c'est quand même fucked up. Là. Je sais pas à quel point... Je sais pas... Quand c'est des crimes sexuels, c'est sûr que tu as le droit de briser le secret professionnel. Oui, ils ont le droit de le briser si la personne est un danger pour elle-même ou qu'elle si risque elle va de commettre un crime. Ouais. Mais ouais. Comme visiblement, il en manquait pas, là. Mais d'ailleurs, moi, j'étais tombé sur un article. Il y a des gens que c'est leur job d'être psychologue pour les ultra-riches. Parce qu'il y a beaucoup d'ultra-riches qui sont un peu gênés d'aller voir des psychologues réguliers parce qu'ils trouvent que leurs problèmes sont un peu insignifiants, des affaires de genre c'est super compliqué dernièrement avec ma femme, on s'entend pas pour telle affaire, puis là, on sait pas où on va laisser notre yacht, puis des trucs comme ça. Ils sont gênés d'avoir des problèmes de riches. Fait que tu peux te spécialiser puis être payé vraiment cher pour être un psychologue d'ultra-riche. Ah, mais ça, je peux comprendre. Là, mettons, tu sais, comme tous les problèmes sont valides. Ils ont le droit d'avoir des problèmes quand même. Mais je sais pas comment que tu passes au travers de 2 minutes avec Jeffrey Epstein sans être comme, bon, mais il va falloir que je brise le secret professionnel. T'es comme, oui, laisse-moi finir le texto que je suis en train d'envoyer à Interpol, puis on va continuer de oui. Tu sais, des fois, t'as pas l'impression que ton psy t'écoute parce que genre, il prend des notes, là, ton psy t'écoute pas parce qu'il envoie des textos à Interpol. Oui, en achetant l'île, Ellison a pris le contrôle de presque tous les aspects de la vie sur l'île et il possède maintenant 98% de l'île. Il contrôle notamment les 2 hôtels, 2 Four Seasons, un terrain de golf, des services publics, l'agence de location de voitures, le seul supermarché, une centrale solaire et un tiers des logements sur l'île. OK. Il était aussi pendant un certain temps le propriétaire de la seule compagnie aérienne de l'île, mais il l'a fait fermer. Puis maintenant, il y a juste des vols privés qui se rendent sur l'île. Fait que les locaux sont obligés de prendre le traversier jusqu'à Maui pour sortir de Hawaï ou y revenir. Maintenant, pour les propriétés sur l'île, il a annulé les baux qui duraient 5 ans avant pour mettre un nouveau système de location dont j'ai jamais entendu parler qui fonctionne juste sur un roulement de 30 jours. Fait que quand tu signes un bail, c'est juste un bail pour 30 jours qui doit être renouvelé et qui peut être renégocié après 30 jours. Ce qui est la pire hostie d'affaires ou un wet dream de France-Hélène Duranceau. Là. C'est comme ça n'a pas de bon sens. Là. Hey, chaque mois, renégocier mon bail. Quoi. Mais probablement qu'il y a plein d'affaires qui se renégocient automatiquement, mais ça fait que lui a la possibilité de comme... Tu peux pas budgéter ou tu peux... Mais non, il peut monter ton loyer à chaque mois. Là. C'est ça. Il n'est pas requin sur tout, heureusement, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, il y a notamment le seul magasin général, puis il vend les produits à un prix juste un petit peu inférieur de tous les commerçants locaux. Pour juste tuer toutes les entreprises et les producteurs indépendants qui sont sur l'île. Super. En 2022, le revenu médian des familles sur l'île, c'était 59 000 US, puis les mensualités de location d'une maison étaient à peu près à 2 000 Fait que c'est pas, avec des standards montréalais, c'est pas si terrifiant, mais c'est ça. Ils sont un peu dans la merde. Ouais, Larry Ellison reçoit aussi des célébrités sur l'île. Il y a Elon Musk qui est déjà allé visiter l'île. Peut-être lui aussi parce qu'il était pas invité jamais sur l'île. Il était pas gêné sur l'île d'Epstein. Fait qu'il est comme, OK, je vais aller second best. Je vais aller sur l'île de Larry Ellison. On n'a jamais reparlé, mais à quel point il faut être loser pour essayer de se faire inviter sur une île de pédophiles. Puis que le monde soit comme... C'était weirdly une de mes affaires préférées des Epstein Files. Vraiment. Pas invité. Il y a Tom Cruise qui est déjà allé sur l'île et qui aurait totaled une des voitures de Larry Ellison sur une route non pavée. Camarade. Et en 2021, il y a Benjamin Netanyahu, qui est un très proche de Larry Ellison, Super. qui s'est rendu sur l'île. Et apparemment, Netanyahu appréciait beaucoup les cours de Pilates qui étaient donnés aux Four Seasons. C'est juste une info que je trouvais qu'il fallait que je partage. Hey, j'essaie d'imaginer Netanyahu qui fait du Pilates. Oui, je sais. C'est difficile, le Pilates. J'ai vraiment de la difficulté à l'imaginer comme ça. Dernièrement, Larry Ellison passe beaucoup moins de temps sur l'île. En fait, son dernier vol qui a été recensé sur l'île datait de 2023. En fait, depuis la réélection de Trump, puis depuis qu'il s'est rapproché de Trump, c'est vraiment plus rendu un gars de Palm Beach, en Floride. Notamment, là, il y a une propriété à Palm Beach, puis il vient de faire agrandir son quai pour pouvoir accueillir son yacht de 88 mètres. Encore un autre fun fact qui n'a pas rapport avec l'épisode, mais qu'il fallait que je te partage. Son yacht, il l'a acheté usagé. L'ancien propriétaire l'avait nommé Izanami
en l'honneur d'une divinité shintoïste japonaise. OK? Et Larry Ellison l'a gardé comme ça pendant un bout de temps, puis éventuellement, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il change le nom parce que Izanami, à l'envers, c'est I am a Nazi. OK? Puis il s'est dit que peut-être que ça pourrait y bite in the ass éventuellement, et je pense qu'il a peut-être pas mal fait. Donc, depuis 2023, Larry Ellison est très peu sur l'île, mais je pense quand même que probablement que la population s'en tire pour le mieux. Oui, oui. OK, je vous amène ailleurs dans le monde. Maintenant, on voyage. On voyage pour pas cher dans ce podcast-là. OK, on va dans la terre des gens qui sont crissement tannés d'entendre parler du Seigneur des Anneaux, surtout depuis que Peter Thiel est devenu citoyen, parce que c'est sûr qu'il ferme jamais sa gueule avec ça. OK? J'ai nommé la Nouvelle-Zélande. Heureusement, Peter Thiel aussi n'est presque jamais sur place en Nouvelle-Zélande. On va y revenir aussi. Les sources pour ce segment-là viennent majoritairement d'un article de The Guardian, de 2 vidéos du channel YouTube qui s'appelle Dangerously Informed, qui est super bien fait et qui est un channel néo-zélandais, et d'un reportage de Vice qui date de 2019, mais qui retraçait déjà à l'époque les bunkers en Nouvelle-Zélande. Okay. Pourquoi la Nouvelle-Zélande? Okay, on se le demandait un peu au premier épisode. Peter Thiel a déjà dit lui-même dans un speech qu'il a donné à l'université de Auckland, Auckland en Nouvelle-Zélande, pas Auckland, Californie, OK? Ce gars-là ne tiendrait pas 2 heures à Auckland, Californie, OK? Il disait qu'un des trucs qui était aussi intéressant avec la Nouvelle-Zélande, c'est « all the crazy things that we can do here that we can't do anywhere else, the sort of risky things. » Okay? Donc, les trucs incroyables et risqués qu'on peut se permettre de faire en Nouvelle-Zélande, c'est ce qui l'avait attiré là à la base. Ce qui semble intéresser les Tech Bros avec la Nouvelle-Zélande, c'est le côté un peu laxiste au niveau légal. C'est un pays stable, mais qui a quand même un petit gouvernement au point où tu peux faire flancher beaucoup d'affaires quand tu as assez de sommes d'argent. Mm-hmm. C'est un pays qui est super beau aussi. La situation politique est stable. Et c'est aussi un pays qui reste neutre souvent pendant les conflits. C'est un petit peu comme la Suisse, mais avec des fruits le fun. Okay? Et aussi qui n'est pas en plein milieu de l'Europe, à quelques kilomètres de l'endroit où toutes les bombes vont exploser si shit hit the fan. Ouais. Parce que c'est aussi ça la dernière explication pour l'obsession de la Nouvelle-Zélande comme endroit de reclusion. C'est qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur où est-ce que les bombes risquent le plus d'éclater dans un prochain conflit et c'est quoi le rayon de radiation qu'il va y avoir après. Et la Nouvelle-Zélande est tout le temps à l'extérieur de toutes les rayons de radiation. Fait que c'est hors des zones dangereuses tout le temps. Et c'est aussi un gouvernement qui est au courant de ça et qui s'est habitué à essayer de faire des passe-droits avec les hyper-riches. Il y a un système de visa doré en Nouvelle-Zélande qui date depuis longtemps. Peter Thiel a obtenu son visa en 2011 après avoir passé seulement... a obtenu sa citoyenneté, en 2011, après avoir passé seulement 12 jours sur le territoire. Et puis ça a été gardé secret jusqu'en 2017. Ça a un peu fait un scandale quand ça a explosé, quand les gens étaient au courant. Normalement, pour obtenir ta citoyenneté, tu es supposé passer au moins 1350 jours à l'intérieur de 5 ans. Mais le gouvernement néo-zélandais était prêt à faire une exception pour Peter Thiel, invoquant notamment sa situation exceptionnelle puis l'espoir qu'il y avait qu'il contribuerait au rayonnement du pays et à l'activité financière du pays. Peter est officiellement devenu citoyen néo-zélandais pendant une cérémonie privée qui s'est tenue à Santa Monica, en Californie. Même quand il est devenu citoyen, il ne s'est pas déplacé. Puis probablement que le gouvernement a envoyé un c'est tellement humiliant pour le pays. Oui. Il y a aussi Larry Page, qui est ancien PDG d'Alphabet, la compagnie mère de Google, qui, en 2021, est aussi devenu résident néo-zélandais, citoyen néo-zélandais. Il l'a eu avec un programme controversé qui s'appelle le Visa Investisseur Plus. Okay. Ça donne un peu une idée. C'est un peu comme la Gold Card de Trump, dans le fond, qui est comme si tu as assez d'argent puis que tu payes pour, tu vas être citoyen. Mais c'était pas un scam, ça. Il avait pas promis à un artiste, genre... Ah, ça se peut qu'il scamme quelqu'un, ça m'étonnerait. Oui. Mais c'est qui la rappeuse qui s'est rapprochée de Trump dernièrement? Nicki Minaj. C'est Nicki Minaj. Il n'y avait pas un scam. Mais elle est citoyenne, Nicki Minaj? Mais il semble que j'avais vu une affaire de scam. Il avait promis une gold card qu'elle n'aurait jamais eu. Puis... Ouais. Pardon? Ah, son mari, OK. Merci, Julien. Puis après, elle s'est faite ghoster. Oui, mais son mari est aussi genre criminel pour des crimes sexuels. En tout cas, comme c'est une affaire. Depuis quand est-ce que c'est un problème pour Trump? Oui, j'avoue. Okay. C'est peut-être même un plus dans ton dossier. Fait que normalement, c'est ça. En fait, comment ça fonctionne, c'est que si tu promets d'investir 10 millions de dollars sur 3 ans en Nouvelle-Zélande, sur des entreprises en Nouvelle-Zélande, tu es officiellement néo-zélandais. Le visa exige techniquement de passer 44 jours sur 3 ans en Nouvelle-Zélande, mais ça, Larry Page ne l'avait même pas atteint quand il a obtenu sa résidence.
Et ça avait fait scandale un peu à ce moment-là aussi, parce que c'était en 2021, puis c'était dans une période en plein milieu de la COVID Oui. où même des citoyens néo-zélandais de longue date avaient de la misère à retourner au pays. Ouais. Et lui, il avait pu y aller en étant un Américain super riche qui s'achète sa résidence. Oui, parce que je me souviens, vu qu'ils étaient isolés géographiquement, eux autres, il y avait full, Oui, pas de mesures pendant la qu'à un moment donné, pandémie. il y avait des parties en Nouvelle-Zélande Ouais. quand tout le monde était confiné ou quelque chose comme ça. Oui, je me rappelle qu'il y avait un festival extérieur Ouais. de masse, mais c'est parce que personne rentrait, personne sortait quasiment de Nouvelle-Zélande. Fait que ça a aidé à confiner. Ah. Et même depuis la pandémie, les règlements pour les hyper riches ont été assouplis. Puis c'est super efficace parce qu'après les assouplissements faits par le gouvernement, il y a eu 491 demandes et un investissement d'à peu près 3 milliards de dollars qui ont été faits dans les semaines suivantes. Les milliardaires qui s'achètent des propriétés en Nouvelle-Zélande les achètent tout le temps dans le coin de Queenstown, qui est une région un peu bourgeoise avec des lacs et des montagnes qui sont apparemment à couper le souffle et qui vit un peu comme à Hawaï, une grosse crise du logement depuis quelques années. La liste d'attente pour le logement social à Queenstown a augmenté de 41% en 2 ans. Les travailleurs qui travaillent pour le tourisme n'arrivent même pas à se loger sur place. Il y en a plein qui vivent dans leur voiture puis qui vont travailler pendant la journée. Ouais, c'est ça. Et là, il y a des entreprises, justement, de tourisme qui ont de la misère à trouver du personnel parce que le personnel ne peut pas habiter sur place parce que ça leur coûte trop cher. Ce qui est très frustrant aussi, c'est que la majorité des terrains appartiennent à des riches qui habitent même pas là, qui ont acheté, c'est ça. Soit pour de la spéculation, soit pour une vacance une fois par année. C'est bourré dans le reportage de Vice, on le voyait, c'est bourré de maisons hyper luxueuses qui sont vides le 3/4 de l'année. Mm-hmm. Fait qu'on pourrait aussi juste commencer à squatter les maisons d'hyper riches. C'est un endroit qui est très prisé par les milliardaires, notamment les milliardaires de la tech, mais c'est très dur de savoir combien il y a de bunkers en Nouvelle-Zélande parce que quand on fouille, il y a plein d'informations contradictoires. Okay? En 2020, le conseil du district de Queenstown, donc comme le conseil municipal, comme l'agglomération, avait déclaré qu'il avait reçu aucune demande d'autorisation de bunker ou de projets similaires. Okay? Puis il y a 8 autres conseils de district de la même île qui ont fait la même déclaration. Fait que personne n'aurait jamais demandé de construire un bunker sur place. Ouais. Il n'y aurait donc aucun bunker sur place. En fait, il n'y a aucun bunker qui a demandé de permis pour. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça la clé. Comme on avait vu avec Zuckerberg, c'est ça. Il ne respecte pas nécessairement super bien les règlements de construction et il n'aime pas beaucoup demander les permissions. Mm-hmm. Il y a une entrevue qui a été faite avec le propriétaire de la société américaine de bunker, Rising S, qui est celle qui construit très mal, qu'on a vu au début d'épisode. Job de cochon, engagez-les pas. Job de cochon, ils ont potentiellement fait faillite. Et le directeur général, Gary Lynch, avait déclaré qu'il avait vendu une dizaine de bunkers à la Nouvelle-Zélande et qui étaient disséminés un peu partout sur l'île. Le journaliste il avait demandé, mais vous êtes pas, faut pas demander des permissions permis, à la municipalité à ce moment-là. Puis il avait répondu, oui, on est supposé le faire. Effectivement. Le mot-clé étant supposé à ce moment-là. Il a pas menti. Non, c'est ça, il a pas menti. Et d'après les douanes néo-zélandaises, il y a aucune trace d'une transaction qui aurait été faite avec la compagnie Rising S dans les dernières années. Fait que là, je sais pas, je vais mettre mon chapeau de mon chapeau de complotiste là. Je sais pas si soit le gouvernement offre des forfaits dorés tellement nice que c'est comme vous pouvez même vous faire construire des bunkers, il n'y a pas de paper trail, on vous le garde super anonyme, ou est-ce que c'est les personnes qui sont tellement riches qu'ils s'importent eux-mêmes leurs bunkers et les font construire sans demander les permis? Les deux peuvent être plausibles selon moi. Ils achètent sur place, là, toujours bien du ciment, puis tu sais, c'est pas si... Oui, mais en même temps, pourquoi il y a le gars, peut-être qu'il voulait se faire de la pub, mais pourquoi est-ce qu'un entrepreneur américain de bunker aurait dit oui, j'en ai déjà vendu une dizaine qui sont un peu partout en Nouvelle-Zélande. Mais je vous dirais pas où parce que j'ai un secret professionnel avec mes clients. Oui, non, mais plus dans le sens, est-ce qu'il peut pas juste envoyer ses ouvriers, le construire là, mais acheter le matériel sur place? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, sans que ce soit importé en tant que tel. Ultimement, c'est pas des trucs introuvables, là, c'est du ciment. Non, en général, c'est ça. En général, c'est un truc qui a de l'air d'un gros container que tu fais déplacer puis que tu mets sous terre. Ouais. En tout cas, on ne saura pas, mais j'ai des petits doutes qu'il n'y a pas de bunker du tout en Nouvelle-Zélande. C'est un peu le feeling que j'ai aussi. Il y a au moins un bunker qu'on sait qui n'est pas là. Et ça, c'est un petit peu une histoire positive pour une fois dans Manger les riches. C'est d'ailleurs le bunker de Peter Thiel. Okay? Yeah. On a parlé un petit peu de Peter Thiel quand on a parlé de Elon Musk. Je vais faire un petit refresh super rapide, mais c'est un investisseur de tech. C'est un des cofondateurs de PayPal, avec Elon Musk notamment. Puis c'est une des éminences grises de la droite américaine en ce moment. Il a financé en grande partie la campagne pour devenir sénateur de l'Ohio de J.D. Vance, qui est maintenant vice-président américain. Puis il fait la promotion des idées de Curtis Yarvin, qui est un
Un gars qui est souvent présenté comme un philosophe, mais c'est plus genre un blogueur politique, là, extrême droite, qui est antidémocratique, qui dit qu'on devrait revenir vers une espèce de monarchie absolue et qui prône des espèces de cités-États indépendantes où il y a une personne qui est à la tête, qui est une espèce de PDG qui décide de tout. Et que les citoyens n'ont pas de droit de vote, mais leur liberté se manifeste à travers le fait qu'ils peuvent choisir une ou une autre cité-État. Fait que si t'es pas bien dans la cité-État dans laquelle t'as aucun droit, tu peux choisir d'aller à une autre cité-État. Fait que c'est comme un mix de monarchie et de système de marché aussi, là, où les consommateurs peuvent voyager, mais ils n'ont aucune décision Si t'es prise. pas content de ta job, change de job. Ben, Oui. Si t'es pas content de ta ville, change de ville. Ben, c'est ça. C'est comme les lois du marché appliquées à une cité totalitaire. Genre. Peter Thiel a déjà dit en entrevue qu'il était pas sûr que le droit de vote des femmes avait été une bonne chose et qu'il croit pas que la liberté et la démocratie sont compatibles maintenant. Et ce qui est 100% vrai avec le genre de liberté qu'il peut avoir, honnêtement. Il y a une fortune qui est estimée à 30 milliards de dollars. Et c'est notoirement aussi un gros sucker pour le Seigneur des Anneaux. C'est pour ça que je le disais en début d'épisode. Oui, ben Palantir, déjà, c'est... Palantir, c'est les boules que tu peux voir dans le Seigneur des Anneaux. Il y a des bureaux de Palantir qui s'appellent Rivendell et The Shire en Californie. Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est un gros sucker. Mais apparemment, il tripait sur la Nouvelle-Zélande avant même que le film Le Seigneur des Anneaux soit tourné là. OK. En 95, Peter Thiel aurait voyagé en Nouvelle-Zélande avant qu'il soit milliardaire, avant qu'il ait fondé même aucune entreprise, et il était tombé en amour avec Queenstown et il s'est promis à ce moment-là qu'il allait s'installer à Queenstown un jour. Depuis quelques années, Peter Thiel a une immense maison à Queenstown qui est vide le plus gros moment de l'année. Et en 2015, il a aussi acquis une ancienne exploitation bovine de 193 hectares près de Queenstown pour 15 millions de dollars. Il y a une société que lui-même a fondée qui gère ses finances en Nouvelle-Zélande qui s'appelle Second Star, qui a demandé une demande de permis pour construire un important chalet au bord d'un lac, un lac qui s'appelle le Mont Alpha. OK. Un tech bro qui se construit un truc proche du Mont Alpha. Fait Bien que, sûr. j'ai dit chalet, je sais pas si c'est le bon terme. Ok, dans les articles, c'est écrit lodge. Fait que je pense que chalet, ça serait techniquement le bon terme. L'affaire, c'est que son chalet, il a été designé par le même gars, par le même architecte qui a fait le stade olympique de Tokyo. Fait que je suis pas sûr. J'ai comme un feeling que peut-être chalet, c'est plus le bon terme. On a clairement pas le même type de chalet en tête. Les plans architecturaux montraient plein de bâtiments. Puis j'ai vu comme des images d'architecture. C'était honnêtement assez beau, là. C'est plein de bâtiments un peu courbés qui sont comme intégrés dans les collines, qui sont à moitié sous terre, des trucs comme ça. Les documents d'autorisation qu'il avait soumis, parce que Peter Thiel avait, contre toute attente, soumis des documents, des demandes. Il y avait une série de bâtiments indépendants comprenant un pavillon d'accueil pour 24 visiteurs, un logement pour le propriétaire, des bâtiments administratifs, des infrastructures, de l'aménagement paysager, un espace de méditation et des water features. Quand je passe water features dans Google Translate, ça me dit des jeux d'eau. Je pense pas que c'est le bon terme, mais j'aime vraiment ça, imaginer Peter Thiel après l'apocalypse qui est juste tout seul dans puis qui danse en maillot de bain autour de genre un papillon qui shoot des ouais. Le projet a rapidement eu beaucoup de blocages de la part de résidents et de groupes pour protéger l'environnement. Peter Thiel a accepté de faire une concession assez rapidement. Il a accepté d'enlever des plans l'espace de méditation. OK? Je sais pas de quoi l'espace de méditation. C'est là-dessus que ça a bugué. Je sais pas, c'est ça. Je sais pas si c'était une petite grosse affaire brutaliste en béton, là, mais j'ai comme le feeling que c'était pas l'espace de méditation le problème. Je me dis mieux qu'on brûle des pneus. Mais même sans espace de méditation, les travaux de terrassement nécessaires pour la construction s'étendaient à apparemment 73 700 mètres carrés. Donc 18 acres de terrain à comme scraper pour refaire des collines après. Puis pour un chalet qui va être là maximum 10 jours par année. Mais oui, maximum. C'est sûr qu'il ne serait jamais là. Et il y a aussi que le Mont Alpha, c'est classé paysage naturel exceptionnel. Fait qu'il y a des réglementations supplémentaires aussi parce que c'est un endroit qui est particulièrement beau. Apparemment, les commissaires indépendants qui étaient chargés d'examiner la demande, quand ils sont rendus sur place, ils ont été vraiment choqués de voir à quel point il y a beaucoup d'éléments du paysage qui auraient été changés par les structures que lui demandait de mettre en place. Le conseil municipal a reçu beaucoup de pression des résidents et de groupes environnementaux qui étaient opposés à la construction du projet. Et le projet a finalement été rejeté. Le terrain qui a été acheté pour 15 millions de dollars en 2015 appartient encore à Peter Thiel, mais aujourd'hui, c'est juste une terre agricole qui est laissée à l'abandon.
Il a retiré tous ses investissements qu'il avait faits en Nouvelle-Zélande aussi. Fait que la stratégie de on va attirer des milliardaires pour qu'ils relancent l'économie chez nous, c'est pas la meilleure affaire non plus. Mais tout ça grâce à un conseil municipal. Fait que c'est quand même impressionnant de... on dira jamais assez, mais la politique municipale, il y a beaucoup de pouvoir en politique municipale. Ouais. Oui, bravo. Ouais, un gros pied de nez à Peter Thiel. C'est un peu... Oui, je sais pas si t'es un peu confus par rapport au bunker de milliardaires. Il y a beaucoup de décisions qui sont souvent pas super logiques de... Pourquoi ils font ça? Des fois, c'est super médiatisé. Des fois, c'est super privé en même temps. C'est jamais clair c'est quoi le but de l'opération par rapport au bunker. Là, je veux prendre un peu de temps pour faire une petite parenthèse qui est 100% de la spéculation de ma part, mais qui est que probablement que les milliardaires de la tech gagnent à entretenir un climat de peur au sein de l'ensemble de la population. C'est toujours gagnant quand tu es en position de pouvoir de distraire la population avec une menace imminente, peu importe c'est quoi. Et c'est particulièrement utile quand tu es un tech bro si une de ces menaces-là, c'est l'intelligence artificielle. Parce que ça revient assez souvent qu'une des menaces concrètes qui pourrait planer puis qui pourrait faire qu'on a besoin de se réfugier ailleurs, ça serait l'intelligence artificielle. En particulier l'AGI, qui est l'intelligence artificielle générale, qui serait comme le moment, je simplifie, mais le moment où l'intelligence artificielle va atteindre un point où elle rivalise avec l'intelligence humaine et aussi peut se donner des propres ordres et évoluer sans avoir d'input humain. Ouais, fonctionner de façon indépendante. Oui, c'est ça, sans avoir d'input humain. Puis ça, c'est tout le temps un truc un peu paradoxal de les gens qui développent l'AI ont tout le temps de l'air terrifiés par l'AI et sont les premiers qui parlent de « Hey, c'est vraiment, vraiment dangereux, mais mon entreprise la développe en ce moment ». Il y a Sud Vicker, qui est directeur scientifique et cofondateur d'OpenAI, donc l'entreprise qu'il a cofondée avec Sam Altman. Il a suggéré à ses collègues pendant une réunion qu'il faudrait vraiment creuser un abri souterrain pour les meilleurs scientifiques de l'entreprise avant que la technologie de l'AGI... C'est tellement crazy, mais juste arrêtez, prenez une pause. Ben oui, OK, mais ce qu'il a dit en fait techniquement, c'est nous allons absolument construire un bunker avant que l'AGI soit déployé. C'est pas clair c'est qui le nous là-dedans. C'est-tu les humains en général? C'est-tu l'entreprise? Ouais. J'ai comme l'impression que ça inclut pas Pierre-Luc et Colin. Là, probablement, oui. Probablement pas. Je pense pas qu'ils m'ont fait de chambre. C'est super crazy, comme tu dis, et c'est super paradoxal. Et il y a un excellent livre qui s'appelle « Les prophètes de l'IA » qui est publié chez Lux, qui était nos commanditaires d'une autre saison, faite par le journaliste Thibaut Prévost. Puis il analyse les avantages financiers que les tech bros ont à faire la promotion des dangers de l'intelligence artificielle. Puis, il décrit la panique autour de l'AI comme une fabrique de la peur et de la sidération, une machine à lobbying qui est tout entière mobilisée pour éviter la régulation de l'industrie. Fait que c'est un peu une affaire de plus tu rends ça important et dangereux, plus tu fais peur par rapport au développement que les autres pays peuvent en faire, moins ta propre industrie locale va être réglementée et plus tu peux faire n'importe quoi. Et plus tu peux commencer à fonder des entreprises qui vont défendre les citoyens contre les risques de l'AI. Comme Sam Altman a commencé à faire aussi avec une affaire qui s'appelle World.com, où il fait des validations d'êtres humains pour prouver qu'ils ne sont pas de l'intelligence artificielle. Mon point avec tout ça, c'est que c'est pas impossible que la médiatisation autour des bunkers soit un peu, pas nécessairement calculée, mais soit utile à certains milliardaires de la tech qui veulent justement en profiter et faire peur à la population. Intéressant. Quand, au fond, c'est pas vraiment nous qui devraient avoir peur, c'est probablement plus eux. Okay? Ouais. On en a parlé un peu à la fin du premier épisode, mais quand tu fais un hostie gros complexe de bunker comme Mark Zuckerberg, ça demande énormément de staff. Il y a un livre qui a inspiré les 2 épisodes que j'ai faits qui s'appelle Survival of the Richest de Douglas Rushkoff, qui est un théoricien des médias numériques, qui est auteur, conférencier, podcasteur, qui a un podcast qui est des fois super intéressant, mais ça dépend des invités, qui s'appelle Team Human. Et qui est, petite parenthèse, anciennement musicien aussi. Il a joué du synthé pour Psychic TV, qui est un band avec Genesis P. Orridge, qui est vraiment de la weird musique de hyper expérimentale des années 60 à 80. Okay? Donc, Douglas a déjà essayé l'acide, c'est ce que j'entends. Oui. Il était très proche des débuts d'Internet et du côté de fin du mouvement hippie, qui était les débuts d'Internet quand c'était hyper libre et on est en train de créer un monde idyllique, blablabla, avant que ça soit hyper commercialisé. Puis il est vraiment resté là-dessus. Il est vraiment resté un gars qui regrette les premiers moments et la liberté que la technologie pouvait nous amener. Je vais te voler le livre avant de partir. Oui, je te le passerai. C'est super intéressant. Et il parle dans son livre d'un moment où il a été invité à une conférence par quelques milliardaires qui finalement ne voulaient pas du tout qu'il fasse une conférence. Ils voulaient juste brainstormer avec lui de la fin du monde.
il se préparait pour la fin du monde, il voulait des bunkers, mais il se préparait pas contre nécessairement des crises ou l'intelligence artificielle. Il voulait se défendre surtout contre d'autres êtres humains. Okay? Il discutait du fait de comment tu peux fidéliser ton staff quand tu as un compound avec des bunkers, justement, quand tu as des employés. Si la fin du monde est arrivée, si ton argent n'a plus vraiment de valeur, comment tu peux t'arranger pour qu'ils restent fidèles si tu n'as plus l'argent comme levier d'exploitation avec tes employés? T'sais. Il a assisté à un brainstorm complètement surréaliste où justement il y a un des gars qui disait qu'il avait déjà engagé une douzaine de Navy SEALs qui étaient prêts à tout laisser tomber puis se rendre à son bunker quand lui leur donnait un cue. Mais il se demandait comment il allait faire pour les empêcher plus tard de genre le tuer puis choisir un nouveau leader. Ou pire que ça, créer une espèce de société démocratique où tout le monde est impliqué dans la prise de décision, là, ce qui est un cauchemar de milliardaires. Ce gars-là avait envisagé être le seul... OK, il y avait déjà des solutions un peu. Il avait envisagé être le seul à avoir la combinaison des coffres-forts dans lesquels il y a la nourriture. Parce que quand ton argent vaut plus rien, hoarder la nourriture, c'est le next best thing. Il avait sinon envisagé de forcer son staff à porter des colliers électriques pour s'assurer qu'il ne se rébelle pas contre lui. On a l'impression que c'est humiliant quand tu portes un filet à cheveux au travail. Là. Ouais. Imagine quand à ta job, t'es obligé d'avoir un collier électrique de chien. Mais c'est malade parce qu'on dirait juste... Ben, j'étais un nerd, là, mais t'as pas joué au Fallout, hein? J'ai pas joué au Fallout, j'ai juste regardé la série. Dans toutes les Fallout, là, comme t'explores des bunkers, il s'est passé de quoi de terrible, puis là, tu lis les notes de ces ordinateurs, puis là, t'es vois, tu sais, comme la situation dégénérée, puis juste l'impression d'écouter ça, mais dans la vraie vie. Ouais. D'être comme, hey, on a une idée, on va installer des colliers électriques, puis t'es comme, ah, ça va mal finir. C'est sûr que ça va mal finir. Mais mon point avec tout ça, c'est que la crise la plus probable auquel les milliardaires vont faire face, c'est pas nécessairement des bombes nucléaires, c'est pas nécessairement les GI, c'est probablement une crise économique et sociale. Ils ont pas peur d'être en contact avec des radiations, ils ont peur d'être en contact avec d'autres êtres humains. Puis ça, c'est quelque chose dont ils se protègent déjà énormément. On va se laisser avec ça. J'ai une dernière petite parenthèse. T'as-tu entendu parler de Indian Creek Island? Non. Ça te dit rien? OK. C'est une minuscule gated community de 29 maisons sur une île artificielle au large de Miami. Il y a un seul pont qui se rend sur l'île. Il y a une seule rue qui traverse l'île et c'est la rue la mieux gardée des États-Unis parce qu'ils ont bien sûr une police privée de 13 agents qui parcourent l'île en voiture et qui circulent autour de l'île en bateau. Okay. Pour être sûr qu'il n'y a personne qui habite là. Juste pour traiter une gated community, une communauté fermée. Oui, donc, personne qui n'habite pas là a le droit d'y aller sans exactement. Il faut que tu sois invité pour pouvoir aller sur place. Et justement, que tu puisses, pour traverser le seul pont qui s'y rend. Ça n'existe pas ici, mais ça existe beaucoup aux États-Unis. Des quartiers fermés avec des barrières où quelqu'un surveille ça. Donc, des quartiers où tu n'as pas le droit juste de te promener. Non, c'est ça. C'est un endroit privé. Et c'est aussi à 1 km² et 86 résidents milliardaires, ou au moins centimillionnaires. Là. C'est la plus grosse accumulation de richesses sur un territoire aux États-Unis. En 2022, la fortune cumulée des résidents de l'île correspondait au PIB de Macao ou du Salvador. Épouvantable. OK. Et c'est aussi, comme tu disais, c'est un truc incorporé. Donc, c'est sa propre ville, parce que c'est sûr que ces gars-là ne voulaient pas payer des taxes municipales à Miami, OK? Et aussi, pour nos auditeurs people, il y a des gens connus qui habitent sur l'île. Il y a Bezos qui a 3 manoirs sur l'île. Donc, il possède à lui seul 10% des propriétés de l'île parce qu'il y a 29 résidences. Pourquoi 3? En tout cas, oui. Ben, je sais pas. Je pense que peut-être qu'il veut... Soit c'est de la spéculation, il va les revendre, soit il veut se faire un gigantesque terrain. Ou il y a un manoir d'amis. Oui, mais il y a aussi des terrains à Hawaï. C'est ça. Il y a Ivanka Trump et Jared Kushner qui ont une propriété sur place. Il y a Tom Brady et sa femme Gisele Bündchen qui ont qui ont un terrain sur place. D'ailleurs, il y avait un manoir qu'ils viennent de détruire pour construire une maison éco-responsable. Ah, bon. Fait avec des matériaux. De taper ces milliardaires, hein? Avec des matériaux durables et des panneaux solaires. Super. Mais pour faire ça, ils ont détruit leur. Mais en même temps, moi, j'ai comme 50 sacs réutilisables puis 12 gourdes en métal chez nous. Là, oui, c'est beaucoup toi le problème. Oui, exact. Oui, c'est beaucoup moi le problème. Il y a aussi Julio Iglesias qui habite sur place et qui est devenu super riche, entre autres, parce qu'il a investi en immobilier sur l'île depuis les années 70. Oui, c'est pas juste la musique. C'est pas juste la musique. Il y a une fortune qui est estimée à 600 millions, OK, quand même, Julio Iglesias. C'est le père d'Enrique, en passant. Oui, c'est le père d'Enrique, mais qui est, je pense, qui avait une carrière beaucoup plus big que ce que Enrique a eu par la suite. Oui. Sur l'île, il y a aussi un club de golf privé de 300 membres. Fait qu'il y a des gens qui peuvent pénétrer sur l'île sans habiter sur place. Ici, ils sont membres du golf. C'est tellement bourgeois. Et fun fact sur le club de golf, il était interdit aux personnes noires et aux juifs jusqu'aux années 2000.
2000! Jusqu'aux années 2000. Même, il y avait même plus d'apartheid en Afrique du Sud dans les années 2000, OK, pour vous donner une idée. Holy shit! La raison pour laquelle je te parle de cette île-là, c'est que c'est surnommé le Billionaire's Bunker. Cette île-là, même s'il y a personne qui pense qu'il y a des bunkers en tant que tels sur l'île, c'est plus l'idée de on va fermer les accès, on va vivre entre nous, puis on va pas se mélanger avec la plèbe. Et là, j'arrive à ma conclusion. J'ai essayé de faire des belles conclusions comme toi, OK, des belles phrases de conclusion. Des fois, le bunker, c'est pas un abri sous terre. Des fois, le bunker, c'est une métaphore. Pierre-Luc, c'est l'endroit où les gens vont pour se réfugier après avoir siphonné les ressources de tout le monde. Des fois, le bunker, c'est pas un édifice. Des fois, le bunker est à l'intérieur de nous. Tu ris, mais moi, j'adore ça, Adam. Tout ce que tu dis, j'adore ça. Moi, je le faisais un peu ironiquement. Hey, tout ce temps-là, le bunker était à l'intérieur. Moi, j'aime ça au premier degré, Colin. Fait que les portes en béton renforcé sont peut-être dans nos têtes. Peut-être qu'il est temps qu'on les démolisse et qu'on mange les riches. Oui! Bravo, c'est ta meilleure conclusion des oui. deux. Ben, c'est la seule où je m'étais forcé, oui. Mais ça paraît, c'est beau. T'as-tu des annonces des réflexions? à faire? Des réflexions sur ce dont on vient de discuter? Ben, j'ai trouvé la fin quand même intéressante de ce que tu nous racontes, où ultimement, ils savent que la vraie menace, c'est la population. Puis on pense souvent aux conséquences des changements climatiques, mettons. Et oui, c'est une super menace pour l'humanité, mais en tout cas, moi, de ce que j'ai lu, c'est pas, il va pas avoir une super tempête qui va nous tuer toute la gang d'un coup. Et surtout, ça va toucher énormément de monde, mais c'est des gens dans le sud global. Puis c'est ça. Ils sont déjà dans des pays riches et ils sont les hyper riches des pays riches. C'est pas eux qui vont être touchés par les changements climatiques. Exactement. Puis le vrai danger des changements climatiques, en fait, c'est l'instabilité sociale parce que, il va y avoir une canicule qui fait qu'il y a moins de nourriture cette année, que, tu sais, bon. Et tout ça, ça va créer énormément d'instabilité. Puis les feux à répétition, puis les inondations et tout ça. Donc, tu sais, la vraie menace pour eux, c'est pas d'être renversé par une tempête, c'est que la civilisation s'effondre. Fait que ça, je pense que c'est une piste de réflexion intéressante, en tout cas. Puis ils sont plus vulnérables qu'on pense. Et je pense que le vilain tour des milliardaires, c'est de réussir à nous faire croire qu'on peut rien changer. Mais c'est pas vrai. Et qui ont beaucoup des assets, ils ont beaucoup des possessions qui sont hyper valables en ce moment, mais qui sont pas hyper concrètes, que dans une vraie crise, c'est pas super utile de posséder SpaceX ou des trucs comme ça. Tu comprends ce que je veux dire aussi? Il y a beaucoup de leur affaire qui va devenir très... qui est beaucoup trop abstrait pour être utile après une crise, puis ils vont potentiellement perdre leur statut aussi s'il y a des grosses affaires qui se passent. Complètement. Donc, merci beaucoup, Colin. Très intéressant et je vais voler tes livres avant de partir. Alors, c'est l'heure des grandes annonces. Pour la saison 3, Colin... Moi, je l'ai déjà dit à tout le monde que j'ai croisé. Oui, mais je l'ai dit à plein de monde aussi, mais on ne l'a pas dit officiellement. Colin m'a eu à l'usure, donc on va parler Mais c'est pas vrai. À la fin de la saison 2, j'ai demandé aussi de m'écrire si vous aviez envie qu'on parle de Peter Thiel ou de quelqu'un d'autre. Et j'ai eu que des messages pour dire « Parle de Peter Thiel ». Donc, j'ai flanché. On va parler de Peter saison 3, Peter Thiel. Saison 4, Larry Ellison. Puis après ça, tu pourras choisir dans le prochain. Absolument pas. Saison 4, là, ça va être mon choix. Mais non, mais je suis vraiment intéressé pour de vrai de parler de Peter Thiel. J'ai commencé quand même à m'informer un peu et je pense que ça va être très intéressant. Puis c'est hyper... Honnêtement, je pense que dans tout le monde dont on a parlé, c'est celui qui est le plus spot-on, actuel et pertinent à adresser. Parce que, tu sais, là, au moment où on enregistre, il y a des nouveaux trucs qui sortent sur Peter Thiel. Puis il est super intéressant. Il est pas tant riche, mais il est hyper influent et stratège politique. Puis je pense que c'est important d'en parler. Zach Musk, c'était la richesse de mesurer, puis le côté un peu... il est fou. Non, je veux pas marginaliser les personnes, mais il est fou. Jeff Bezos, c'est... le capitalisme à l'extrême, mais c'est pas quelqu'un qui s'intéresse tant que ça à la politique, sinon pour ses affaires, j'ai l'impression. Mais Peter Thiel, c'est vraiment un marionnettiste qui s'intéresse à la politique et qui veut changer le monde et qui a des projets politiques et philosophiques. Et des phobies catho weird, là. Oui, absolument. Fait qu'on va parler de tout ça. J'ai très hâte de tout ça. Donc voilà, pour la saison 3, on n'a pas de date de sortie encore, évidemment, mais ça va aller probablement à la fin de l'été. Donc restez aux aguets. Et sinon, merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous suivre PL Ouellette sur Instagram. Colin Boudria sur les réseaux sociaux. Je fais un nouveau show que je rode qui parle des milliardaires de la tech et du milieu de la technologie. Allez sur mon site web Colin Boudria, les dates de show sont annoncées. On remercie comme d'habitude le studio, bien entendu, aussi, qui nous accueille dans leurs incroyables installations. Et Julien à la tech, le meilleur. Non seulement il s'occupe de la tech comme un maître, mais on arrive, tout est installé, il nous fait des cafés. Écoute, je me sens comme chez ma maman. Voilà, fait que un gros merci à tous. N'oubliez pas, coffee.com/, code-fi.com/, manger les riches.
Merci d'avoir été là et on se retrouve pour la saison 3 très bientôt. Au revoir.